bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là dans cette salle des colloques, qui est un lieu peut-être un tout petit peu un lieu prestigieux, peut-être un tout petit peu trop solennel pour notre thème, en fait, puisqu'on essaie d'élargir l'histoire de l'art, le comité français de l'histoire de l'art, qui cherche à réunir tous les acteurs et les actrices de l'histoire de l'art en France, que ce soit dans le domaine des musées, à l'université, dans le monde de la recherche, mais aussi chez les collectionneurs, dans le monde du marché d'art, a depuis presque 6 ans maintenant organisé des cartes blanches, parfois en lien avec le thème du festival, du livre, et on voulait lancer un peu un cycle sur l'histoire de l'art dans la cité. Alors, on dirait que c'est un drôle de titre. Cité, c'est naturellement non pas uniquement la cité d'Enfer, ou non pas uniquement la cité antique, mais cité bien ici compris au sens d'espace social et poétique où les gens se croisent, se réunissent, prennent des décisions, parfois on n'approuve pas toutes, mais qu'ils respectent plus ou moins sur lesquelles ils ont discuté. L'histoire de l'art, en revanche, même si on en fait, je crois que depuis pas mal de temps, c'est plus compliqué à définir. C'est une discipline qui s'est constituée réellement en tant que discipline en lien en quelque sorte avec l'État-nation, avec les grands musées, ou avec quelque chose qui était enseigné à l'université et qui a créé des idées d'écoles françaises, d'écoles canadiennes, etc. Et puis on a vu à un moment que ça s'est fait à des limites, et depuis 30, 40 ans, on cherche à nous cesser naturellement imploser. Il n'y a pas un métier d'histoire de l'art, alors on a un ministère de l'insertion professionnelle. On est enseignant, on est conservateur, restaurateur, on est médiateur, on est directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, etc. Mais il n'y a pas un métier spécifique, ce qui est naturellement compliqué à expliquer aux responsables du ministère de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Il n'y a pas aussi, c'est aussi une pratique de la recherche qui s'éclate entre l'anthropologie, l'histoire, la conservation, la restauration, l'étude scientifique, etc. Donc on est quelque chose qui est éclaté, et c'est cet éclatement, en quelque sorte, je crois, qui fait notre force. C'est qu'on est finalement un espace avec pas trop de frontières, mais où beaucoup de gens circulent, et où on fait circuler aussi beaucoup de choses dans beaucoup d'éléments, d'œuvres, du visuel, des informations, des discours, des faits, des gestes, dans un espace social, qui est ainsi parcouru, partagé, franchi, pas partagé tout le temps entièrement, mais qui est quand même assez souvent parcouru et parfois plus ou moins reconnu. Et je crois que c'est aussi la différence, autant le patrimoine essaye de construire des éléments de référence avec lesquels on s'identifie plus ou moins dans nos positions, l'histoire de l'art a l'histoire dedans, c'est-à-dire qu'on doit prendre une distance par rapport à cet objet qu'est l'art. Et donc on doit à la fois l'étudier, le désétudier, le remettre en cause, partager certains points et pas d'autres, etc. Donc il y a cet effet de plus grande ouverture, de dire j'en prends qu'une partie, j'en prends pas forcément l'autre, etc., qui est fondamental. Et puis après, ce qui explique aussi cette pluralité, cette diversité, c'est par exemple, j'étais tout à l'heure à la diversité des thèses en 180 secondes, on a eu à la fois un public dans la salle, des chercheurs, des jeunes chercheuses et chercheurs sont présentés, très variés, sur des sujets très variés, très éclatés, beaucoup plus éclatés, on a dit, que dans d'autres disciplines. Et puis après, il y a un mot bizarre, qui est art, qui renvoie à la fois ars techné, ars au sens grec du terme, c'est-à-dire faire, fabriquer quelque chose, qui a un sens aussi, on va le voir peut-être justement dans l'artothérapie, et aussi un sens d'émotion, de sensible. Ça échappe au discours, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a eu des conflits pour les problèmes de langue, et en revanche, au même moment, les formes de Human Style franchissent le Rhin sans aucune difficulté, franchissent les Vosges même sans aucune difficulté. C'est un discours un peu humaniste, mais je crois aussi que c'est utile de le refaire circuler. Et c'est donc justement en fait, tout cet espace intermédiaire à tout niveau, dans différentes dimensions, que l'histoire de l'art réussit à créer dans ces musées que viennent voir des personnes venant des 4 coins du globe, avec des projections différentes sur un objet unique, la Mona Lisa, dans aussi des gestes, des parcours différents dans ces musées, des gens qui restent 3 heures, des gens qui viennent juste voir un chef-d'œuvre et qui sont contents, des gens qui viennent se faire un selfie d'eux-mêmes devant telle œuvre. C'est cet espace partagé en quelque sorte
qui est finalement assez silencieux. Quand on parle d'histoire de l'art après, c'est pour dire tel tableau fait 40 millions, ou c'est là c'est un faux, ou c'est il y a eu tant de visiteurs au musée du Louvre. Et il y a en fait toute une zone invisible, non visible en quelque sorte, de l'histoire de l'art, qui est très présente dans l'espace social, dans le jeu du politique, au sens fort du terme, police de cité, qu'on voudrait restituer à travers une série de rencontres que voudrait créer le Comité français d'histoire de l'art. Et je suis très honoré, très fier d'accueillir pour la première fois, pour cette première rencontre, Éric de Chasset, que je n'ai pas besoin de le présenter ici, qui est directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, qui a fait une thèse sur Matisse aux États-Unis. Vous voyez, nous sommes déjà tout de suite transatlantiques, de continents, de cultures, qui s'est aussi intéressé à des cultures qu'on a pu appeler pendant un temps alternatives, puisqu'il a fait entrer les punks de la Médicis, ce n'était pas forcément évident, et qui a aussi fait une exposition récente sur la culture visuelle de l'extrême gauche. Je vais vous montrer justement comment tout ça est extrêmement ouvert, éparpillé, dans le meilleur sens du terme éparpillé. Avec Nathalie Bondil, nous avons aussi une personne qui est transatlantique, d'abord transméditerranéenne, puisque vous êtes né à Barcelone, vous avez fait vos études à l'école du Louvre, vous avez d'abord été au musée des monuments français, qui pendant un temps était un peu un temple de la tradition de l'histoire de l'art en France, c'était le repère de la bonne architecture française, du gothique français. Puis après, vous avez été directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal, où vous avez mené une politique qui a été innovante et très remarquée, en créant par exemple des postes de conservateurs pour l'art inuit, qui ont été confiés à des Inuits, ou en ouvrant en 2017 la Balade pour la paix, un musée à ciel ouvert avec des sculptures et des photographies contemporaines. Et depuis 2021, vous êtes directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe sur les bords de la Seine, comment les bords de la Seine peuvent non pas rayonner, mais faire circuler des objets, des personnes, accommoder des objets, des personnes qui viennent d'autres. Alors on avait choisi pour cette première discussion, je ne vais pas être plus long, trois thèmes en quelque sorte, sur lesquels on va aborder successivement, puis après, ce serait bien qu'on puisse avoir une discussion avec vous, qui êtes en train de nous écouter. Et donc, le premier thème, en quelque sorte, ce serait, alors qu'on voit que les jeunes générations, on voit pour les votations, comme on dit en Suisse, s'éloignent un peu du politique, votent moins, etc. Comment une histoire qui traite à la fois de l'art vivant, de la création, mais aussi des arts du passé. On a eu ce matin une superbe conférence sur les recherches sur Rubens, ou exposer Rubens, comment exposer des tableaux d'hôtel avec des figures d'hommes, de femmes de couleur qui sont mis dans des positions totalement subalternes au XXIe siècle, au musée royal des Beaux-Arts en fait. Donc, comment on peut faire ça? Comment on peut continuer à attirer des jeunes personnes qui n'ont plus du tout de culture, de référence de culture passée, en quelque sorte occidentale, pour l'histoire de l'art, que ce soit l'art du passé, ou que ce soit aussi des arts de la création actuelle, mais avec parfois d'autres références culturelles que tous les jeunes gens ne maîtrisent pas forcément. Et l'Institut d'histoire de l'art et l'Institut du monde arabe ont une politique très active en ce sens. Ça a été aussi un des succès, notamment de l'Institut. Alors, je suis sûr que c'est un succès de l'Institut du monde arabe, mais ça a été aussi un des succès de l'Institut national d'histoire de l'art, qui a réussi à développer, comme ça, à faire venir une série de générations de jeunes chercheurs. Et ça nous importait de savoir comment, justement, vous pensez que l'histoire de l'art peut continuer à attirer les jeunes générations. Nathalie, peut-être? Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Merci d'être avec vous aujourd'hui. Comment est-ce que l'histoire de l'art peut-elle intéresser encore de jeunes chercheurs? Il y a tellement de choses à chercher, à découvrir. Je suis dans l'Institut du monde arabe où je rencontre énormément de jeunes chercheurs qui s'intéressent justement à cette histoire des autres modernités, puisque nous ne sommes plus la référence de cette géographie culturelle, comme dit Simon Gigandi ou Achille Bembe, et on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'autres chapitres de l'histoire de l'art global à écrire. Et là, je suis en plein dedans, puisque nous allons faire le nouveau musée de Lima grâce à une collection assez remarquable qui nous a été donnée d'art moderne et contemporain, et qui va permettre, pour la première fois, je dirais, en France et même en Occident, de pouvoir, je suis très contente, je vois des amis, des copines, bonjour Claire, bonjour Catherine.
Bref, donc tout ça pour dire que oui, il y a les terrains en histoire de l'art, donc heureusement, sont très variés, c'est enthousiasmant. Ce qui parfois peut être vu comme une menace, hein, c'est-à-dire ces courants qui vont revisiter, décoloniser nos référents, nos histoires, je les vois plutôt comme étant une opportunité formidable et enthousiasmante pour découvrir, élargir. Et en ce qui concerne l'histoire de l'art justement, en parlant des... on va rester sur cette photo. En parlant de l'histoire de l'art justement des modernités arabes, c'est vraiment un continent de recherche qui reste à faire. Et puis évidemment on parle toujours de visibilité, hein, rendre visible ce qui est invisible. J'étais avec Anne Lafont, que vous connaissez bien, qui est une éminente chercheuse dans le domaine aussi de la représentation des Noirs, notamment au XVIIIe siècle, et qui racontait que quand elle a commencé à faire ces recherches, donc à l'époque, c'était dans les années 80-90, c'était très difficile d'aborder la question sous l'angle de la représentation des Noirs. Donc elle a trouvé un biais par le Québec, par Claudette Houle, qui était sa professeure, et qui est remarquable, et qui justement lui permettait d'aborder la question de la représentation noire au travers de Giraudet et du portrait de Joachim Bellé, avec la question des femmes, la question de genre. Et petit à petit, dit-elle, en sous-marin pendant 10 ans, elle a continué à travailler et à accumuler de l'information et de la documentation avant d'écrire son livre, qui est paru dans les années 2019, c'est ça. Donc, vous voyez comment il y a des territoires de recherche qui finalement se mettent en place. On n'a pas forcément les cadres intellectuels ou les cadres universitaires pour pouvoir les envisager. Évidemment, quand on est en Amérique du Nord, on a les cultural studies, les gender studies, les black studies, etc., qui sont tout de suite des canaux très spécifiques pour pouvoir amener ces recherches. Mais en France, et là je laisserai Eric faire le complément. Il y a beaucoup d'autres façons de pouvoir envisager ces nouveaux territoires. Qu'est-ce que tu en penses ? Ma première réaction, et je veux revenir à la question d'Olivier Bonfait, c'est de se dire que, alors, première chose, la spécificité de l'histoire de l'art, c'est de s'occuper de quelque chose qu'on nomme art de façon un peu large, mais peut-être principalement pour signaler qu'il y a, comme Olivier Bonfait l'a dit, un objet d'étude qui touche ceux qui l'étudient, ceux et celles qui l'étudient, d'une façon qui ne passe pas forcément par l'intellection, mais aussi par l'ensemble des sens, et en particulier, puisque on dit histoire de l'art, mais on devrait dire en fait histoire des arts visuels, si on était un peu juste, par la vue. Et que donc, cet élément d'émotion, de transformation de soi-même, ou de transformation peut-être plus générale par les émotions, et la manière dont on peut les comprendre et les situer historiquement, dans tous leurs déterminants, il continue forcément à jouer pour des jeunes générations. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un ensemble de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui travaillent sur des objets et sur des sujets qui les intéressent ou qui les touchent, et qu'on aurait tort de vouloir réduire ces sujets et ces objets à uniquement des nouveaux sujets, des nouveaux objets, ou à un certain type de sujets et d'objets. Je pense qu'une des richesses de l'histoire de l'art en France, ça peut m'arriver de me plaindre d'une certaine situation, mais une des richesses de l'histoire de l'art en France, c'est d'être moins sensible que certaines histoires de l'art dans certains autres pays à des effets de mode extrêmement grands. Alors, je me plains parfois du fait qu'il y a une petite difficulté à introduire des nouvelles questions. Est-ce que Nathalie Bondy le rappelait, du parcours même d'Anne Lafont peut en être un exemple, mais ça évite qu'on laisse tomber complètement d'autres questions. Il est aujourd'hui relativement difficile, par exemple aux États-Unis, de travailler sur un peintre masculin blanc de la Renaissance, parce que c'est censé ne pas être intéressant. Et je pense que nous avons cette chance de pouvoir
joindre différentes approches en même temps, sans en gommer les contradictions. Donc, ce dont j'ai l'impression, c'est que les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs arrivent à l'histoire de l'art et à leurs sujets et à leurs objets de recherche, d'abord à partir de là, ce qui les intéresse et ce qui les touche. Que ce soit, et c'est aussi une des dimensions importantes, me semble, de l'histoire de l'art, parce qu'ils s'y identifient, et la question du processus d'identification et de représentation est très importante, ou que ce soit parce qu'ils s'en différencient. C'est-à-dire parce que, et c'est aussi une des dimensions très fondamentales de la question des objets qui nous intéressent, parce que le rapport à l'altérité et le rapport à l'empathie sont des rapports fondamentaux. Et là encore, il y a place pour l'un et pour l'autre en même temps. Et puis, en parallèle, on a aussi des gens qui arrivent aux images, parfois en étant en réalité peu sensibles à leur dimension artistique, par d'autres approches disciplinaires, celles des études culturelles au sens large du terme, celles du postcolonialisme, celles du féminisme et des questions de genre, celles de l'écologie ou de tout un ensemble de questions qui ne sont pas des questions limitées à l'histoire de l'art. Or, assez rapidement, quand on s'intéresse à ces domaines et qu'on pense qu'il est nécessaire dans le monde actuel de travailler avec ces notions, on passe par des images, on bute sur un certain nombre d'images que l'on veut comprendre. Et là encore, je pense qu'un des intérêts de l'histoire de l'art telle qu'elle se fait aujourd'hui, mais en réalité, peu ou prou, elle s'est toujours faite de cette façon-là, c'est d'allier ces différentes approches. On peut venir de l'art et y intégrer des questions différentes, on peut partir de ces questions extérieures à l'art et y intégrer la question artistique. Et ce qu'on essaye de faire à l'Institut national d'histoire de l'art, qui a une mission nationale, et donc qui se doit de fédérer l'ensemble des recherches en histoire de l'art, mais on ne pourrait pas le faire si on n'était pas le résultat de ce qui se passe sur le terrain, partout sur le territoire national, c'est effectivement de dire que ça n'est pas parce que l'on va travailler sur les revues culturelles et diasporiques en situation de lutte anticoloniale qu'on ne fait pas aussi un programme de recherche sur les ventes de vases grecs au XIXe siècle. Ces dimensions ne s'excluent pas et il y a de la place pour des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs dans l'ensemble de ces domaines. Que ce soit plus facile pour des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs de faire carrière dans une structure qui est déjà établie est une évidence, mais par ailleurs, il n'y a pas non plus de différence si fondamentale avec ce qui a pu se passer auparavant. Quand Olivier Bonfait a cité le sujet de ma thèse sur laquelle j'ai travaillé à la toute fin des années 1980 et au tout début des années 1990, à l'époque, je crois que nous étions en tout et pour tout dans l'université française, en histoire de l'art, deux à travailler sur l'art des États-Unis. Il y avait Arnaud Pierre qui a commencé sa thèse quelques temps après moi, et moi, dans les départements d'histoire de l'art, parce que dans les départements de civilisation britannique ou états-unienne, il y avait déjà du monde. Et quand j'ai proposé mon sujet de thèse à mon professeur, il m'a dit « Ah bah non, ça sur les États-Unis, vous n'allez rien pouvoir en faire. Donc ça n'est pas une bonne idée, vous ne voulez pas travailler sur quelque chose de purement français. » Voilà, donc ça n'est pas comme si, quand on arrive comme un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, il fallait forcément qu'on s'attende à être accueilli à bras ouverts. Il faut aussi forcer un certain nombre de passages et nous mettre, je dis nous parce que maintenant je suis exactement dans le même genre de place que celle où était mon professeur de l'époque, c'est-à-dire celle d'un mandarina, pour vous dire avec un terme extrêmement daté. Il faut parfois nous obliger à nous déplacer, etc. Et c'est ce qu'on attend des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Et je suis pour ma part extrêmement heureux de voir l'extrême diversité d'approches qui peut prévaloir aujourd'hui. Merci beaucoup. En effet, ces glissements de terrain, quelque sorte, ces ouvertures de terrain, c'est un effet, comme l'a souligné Eric, on a, je ne vais pas dire qu'on a conquis, mais on s'est ouvert à de nouveaux terrains, mais on a conservé aussi les anciens, au moins conservé, continue à cultiver les anciens, à peu près en France. Alors là, finalement, presque plus la question
recherche. Oui. Est-ce que je peux juste rajouter une chose? Alors, je ne sais pas du tout, j'ai déjà oublié les questions qu'on doit aborder. Je vais sans doute, à l'avance, et je te prie de m'en excuser, Olivier, déborder sur l'un ou sur l'autre. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire. Il y a un très très gros défaut de la France, me semble-t-il, et sur ça j'appelle, enfin je pense qu'un jour il faudrait quand même qu'on s'y penche, c'est l'extraordinaire rigidité des structures administratives dans lesquelles l'histoire de l'art se développe. Je veux dire par là que les départements d'histoire de l'art dans les universités, les départements dans les musées ne bougent pas de définition et d'intitulé. Et que ça conduit à une difficulté, je pense, à s'adapter à ces nouveaux objets. Ça a des avantages, je l'ai dit tout à l'heure, ça évite d'avoir des effets de mode qui chassent complètement des sujets. Ça a un des avantages qui est le fait qu'on continue à penser l'histoire de l'art dans des structures administratives, je ne sais pas si on peut les appeler administratives, institutionnelles, on va dire, qui sont en fait des créations de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On en est un peu loin, me semble-t-il, aujourd'hui, et il y aurait un vrai intérêt à les repenser. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'INHA, on a changé les dénominations des domaines de recherche par période, et qu'au lieu d'utiliser la partition antiquité, médiévale, moderne, contemporain, qui n'est compréhensible à peu près que par nous, à vrai dire d'ailleurs, parce que les musées n'ont pas exactement la même partition, c'est une partition universitaire. On a défini des périodes chronologiques qui se chevauchent, qui apparaissent comme problématiques, qui font que, suivant les cas, on peut être quelqu'un qui s'occupe de David, mais en travaillant très clairement dans un rapport de David avec une histoire antérieure longue, ou au contraire dans l'autre période, et ça c'est extrêmement important, et c'est problématique pour moi dans la structure institutionnelle de l'histoire de l'art en France, et ça l'est beaucoup plus encore que la question de période, que dès le départ, on dit que l'on n'est pas focalisé sur les chronologies et les partitions qui ne sont valables que pour l'art occidental. Et que dès le départ, on essaye de penser les choses de façon transversale et de façon réellement ouverte. La principale difficulté qu'on a aujourd'hui, et je pense que les jeunes générations le poussent beaucoup dans le sens inverse, c'est effectivement de se dire on peut justifier des recherches eurocentrées, après tout on parle de là où nous sommes. Mais ignorer le reste du monde, c'est juste impossible. Or, nos institutions sont organisées exactement sur ces partitions qui datent entièrement d'un monde complètement eurocentré, qui pense le reste comme complètement ailleurs. Je vais rebondir et aussi pour faire le lien avec le sujet, l'histoire de l'art dans la cité. Effectivement, on voit en ce moment la différence entre une pensée à la mode et un mode de pensée. L'histoire de l'art, c'est un mode de pensée, c'est aussi un mode de recherche, un processus. La façon dont nous avons, en histoire de l'art, structuré nos connaissances de manière générale sur un modèle qui est taxinomique, qui est très verticalisé, a beaucoup changé depuis le 19e, 20e, 21e siècle, où effectivement les rapports d'échange de connaissances et de savoir se font de manière plus horizontale, on dira volontiers rhizomatique en ce moment, a changé la façon même pour les jeunes chercheurs de pouvoir envisager leur environnement en art visuel. Je reviens à cette histoire de l'art qui est en train de se faire et de s'écrire sur les modernités arabes. Là, c'est un sujet mais qui est tellement évident, et autant on a pu parler de color blindness, pour la question noire américaine, depuis Peine du Bois, là on peut vraiment parler d'une artistry blindness qu'on a eu ici en France. Pourquoi ? Parce que quand on parle de modernité arabe, évidemment je ne reviendrai pas sur ce terme, mais de toute cette génération d'artistes qui a été très présente à Paris, que ce soit depuis les années 40, l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, dans une période qui était la période de la colonisation et de la période de la décolonisation, tous les échanges extraordinairement fructueux qu'il y a pu avoir entre nos institutions, académies, écoles des beaux-arts, vers ce monde arabe et inversement,
Bien entendu, on ne peut pas réduire donc, les artistes arabes à leur modernité, donc, puisqu'ils étaient déjà transnationaux. Ce qu'on apprécie tellement donc, chez les artistes d'Afrique en ce moment, c'est-à-dire le fait qu'ils naissent à un endroit, qu'ils grandissent à un autre, qu'ils le vendent donc, dans un troisième, existait déjà donc, au XXe siècle avec les artistes arabes. Quand je vous dis Benanteur, quand je vous dis Etel Adnan, quand je vous dis, un petit peu plus connu, Alan Henein, etc., Mohamed Rada, quand je vous parle de tous ces artistes, vous allez me dire, mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Moi, personnellement, je ne les connaissais pas. Avant de venir à l'Institut du monde arabe, je ne connaissais pas ces artistes-là. Et pourtant, j'ai travaillé sur énormément de sujets durant ma carrière, puisque j'ai travaillé dans un musée encyclopédique. Et je dois dire que je suis stupéfaite de me rendre compte que ces stars dans leur pays, qui sont des personnalités éminentes, donc, et qui ont vécu en France, qui ont vécu à Paris, qui ont leurs ateliers à Paris, qui ont été aussi aux États-Unis, à Londres, etc., eh bien tout simplement, ils n'ont pas été l'objet de recherche. Point. C'est aussi simple que ça. Alors on peut s'en désoler, moi je trouve que c'est plutôt extraordinaire, c'est une opportunité justement de pouvoir réexhumer donc, tout ce travail. Le musée d'art moderne de Paris d'ailleurs avec Mourad Montazami va faire un très beau projet sur Paris, capitale arabe l'année prochaine, et nous travaillons aussi dans ce sens-là, et bien de nouvelles générations de chercheurs qui sont franco, libano, tunisiens, etc. travaillent sur ces domaines-là. Et c'est absolument fascinant. C'est comme si on exhumait un nouveau chapitre sur l'art arabe dans notre histoire générale de l'art. Et en plus, donc, ça serait une bêtise que de devoir donc, les identifier juste au travers de ce qualificatif arabe. Parce que donc, ce sont des artistes qui ont vécu, qui ont grandi, qui ont été éduqués, qui ont appris dans des domaines extraordinairement variés. Par exemple, une anecdote très intéressante, Huguette Calan. Peut-être que vous ne connaissez pas Huguette Calan, mais ça fait partie des pionnières donc, des femmes au Liban, comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs, qui a été extraordinaire donc, dans l'après-guerre. Et Huguette Calan donc, est à Beyrouth, ensuite donc, elle s'installe à Paris, ensuite elle va aux États-Unis, et en fait, c'est une artiste qui vit dans plusieurs pays, elle est déjà nomade. À une époque, quand l'Institut du monde arabe était peut-être un petit peu plus à ses débuts et encore sur une espèce d'idéologie du post-panarabisme, bon, qui maintenant était en train de décroître, mais peu importe. Donc on souhaitait donc, pouvoir faire une exposition du Huguette Calan et on l'a trouvé pas assez arabe, vous voyez. Donc, et je pouvais vous répéter donc, l'anecdote avec Etel Adnan. Alors Etel Adnan, heureusement, on en a un petit peu plus parlé parce qu'elle a été présentée donc, sans Pompidou Metz, etc., etc. Mais c'est aussi une femme donc, qui vient du Liban, donc, qui a vécu à Paris, qui a vécu longtemps donc, en Californie, etc. Donc ce sont des histoires qui sont très proches de nous, mais que l'on ne voit pas. Hein, et c'est ça qui est magnifique, en fait, dans cette ouverture des yeux. Et là, je reviendrai à un concept qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce que l'on veut voir. Hein, notre cerveau, il est modifié. Donc il n'est pas neutre. Hein. Ce que vous voyez, hein, on parlait de l'éducation du regard, ce que vous voyez est déjà donc, conditionné. Parce que le cerveau est une machine à faire des scénarios. C'est un storyteller extraordinaire. Il va prendre le chemin le plus court pour pouvoir analyser donc, les images qu'il voit. Et pour analyser ces images, effectivement, il y a la sensation, le regard, mais il y a beaucoup la mémoire, dans les biais de cognition, et il y a beaucoup aussi donc, l'émotion. Donc ce que vous voyez n'est jamais neutre. Et donc il faut pouvoir regarder autrement. D'où les nouvelles générations, d'où les nouvelles approches. Et je reviens juste sur ces images-là que vous voyez derrière, donc, notamment un tableau de Jean-François de Troyes, donc, qui est un peintre local. En fait, c'est un tableau qui était au musée Beaux-Arts Montréal quand j'y travaillais, que j'ai vu très 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 longtemps. Et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait donc un collier d'esclaves sur ce personnage noir que vous voyez au bas du tableau. Et en fait, c'est un jour, donc c'est effectivement dans les années 2000, un chercheur américain qui nous a demandé des informations, etc. Et avec toute l'équipe, on s'est dit, ah ben
partir, on n'avait pas vu le tableau sous cet angle-là. Et bien maintenant, évidemment, je ne peux plus m'empêcher de le voir aussi sous cet angle-là. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'à la fois, on peut être aveugle, c'est ce qu'on appelle la color blindness. Hein. Donc ça, c'est hérité du concept de Dubois, Du Bois, je sais pas, qui parlait de la color line. Et ensuite, donc, toutes les Black Studies ont parlé de color blindness, donc pour cette invisibilité de quelque chose qui en fait est très visible. Et pour donc boucler la boucle, je termine avec ce que tu mentionnais sur les questions d'essentialisme, parce que ça c'est un risque. Donc, par contre, que de devoir se concentrer sur une couleur, donc de pouvoir justement trop catégoriser. Anne Lafont, toujours elle, donc disait « Je suis une historienne noire qui travaille sur un peintre blanc ». Voilà, donc c'est Giraudet, et moi je trouve ça formidable, et elle aussi. Donc il faut quand même comprendre que l'histoire de l'art et le champ de l'histoire de l'art s'élargit, donc il ne s'exclut pas. Hein, donc au contraire, il s'enrichit. Merci. Alors, à la fin, on travaille aussi sur les objets qui sont liés à la couleur noire. C'est aussi l'intérêt, c'est ce qui fait sa force aussi. Alors, juste avant de revenir sur ce sujet, vous êtes tous les deux à la tête d'institutions qui sont récentes. Vous avez justement insisté sur le fait des pesanteurs administratives. Je le vois moi-même à Dijon, où on est incapable de créer un poste pour créer des études enseignées, alors que les étudiants le demandent, des éléments de référence culturelle sur d'autres civilisations hors que la civilisation extra-européenne. Comment, du coup, vous l'avez dit, il faut qu'il y ait un regard qui s'intéresse sur d'autres objets. Eric, tu as mentionné justement le changement des catégories dans les axes de recherche de l'Institut. Comment on peut bouger justement le regard? Est-ce que c'est passe par des nouvelles institutions? On voit bien que d'autres institutions, comme l'université, sont restées un peu plus traditionnelles, entre guillemets, mais par rapport à l'institution d'histoire-là. Est-ce que les institutions, vous-même, il y a des institutions qui sont nouvelles, mais qui commencent à avoir un certain nombre d'années, donc comment on peut se renouveler, et comment on peut dépasser l'institution pour aller dans un public plus large, non pas le public de chercheurs qui sont déjà plus ou moins liés à l'institution, mais justement faire bouger le regard d'une société, en quelque sorte. Alors, naturellement, c'est une démarche interactive, en quelque sorte, mais quand même, l'un avec l'autre, on a parfois des remarques en disant on sait que les critiques françaises par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, elles sont beaucoup trop fortes. Voilà. Comment, du coup, bouger ce regard, quel c'est le poids des institutions, le poids du sensible aussi, il faut passer par le sensible justement pour faire bouger en dehors des cadres administratifs ou intellectuels. Oui, ça fait beaucoup de questions en fait, en une seule. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. L'Institut national d'histoire de l'art a effectivement un petit peu plus de 20 ans, donc c'est assez jeune sur le paysage, par rapport à un paysage institutionnel général. Il n'empêche que c'est déjà un certain temps, donc on a bougé de façon assez importante et on essaye d'être le plus possible adapté à chaque situation, avec des grands programmes de recherche qui ont abouti à un certain nombre de résultats et qui laissent la place à d'autres en fonction de ce que nous pensons être les priorités du moment. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les personnes qui travaillent changent assez fondamentalement les choses, mais c'est aussi des demandes qui peuvent être des demandes émanant de l'ensemble du monde de l'histoire de l'art lui-même. Je me souviens, quand je suis arrivé, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas à l'INHA de spécialistes de peinture du 15e, 18e siècle. Et en fait, il n'y en avait pas eu spécialement pour tout un ensemble de raisons. Alors, il y avait un programme de recherche sur les collections, notamment sur les peintures italiennes dans les collections françaises, le Rétif, qui avait été mis en place par Michel Laclotte, par le grand et regretté Michel Laclotte, qui a été évidemment très important pour l'INHA. Mais avant de décider tout seul de ce qu'il fallait recruter, ce qu'il fallait mettre en avant dans ce domaine, on a demandé aux représentants des départements d'histoire de l'art dans les universités ce qu'ils pensaient être nécessaire. Et il y a eu une quasi-unanimité, et qui, je dois dire, m'a beaucoup surpris, mais dont je me suis réjoui aussi, pour dire ce qui manque, et ce que l'université aujourd'hui a du mal à faire en France, à faire émerger comme poste
hiérarchiquement un peu important, c'est un regard décentré sur cette période, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas spécialiste de peinture européenne de cette période. Donc, effectivement, enhardi par ça, on a recruté Claire Bosch-Kiessé, qui est spécialiste de peinture, mais de peinture éthiopienne sur la période 15e, 18e, qui a pu mener, notamment avec Sigrid Mirabeau, un projet autour de la question des composantes matérielles, aussi des images de la Vierge Marie autour du bassin méditerranéen et jusqu'en Éthiopie. Donc ça voulait dire qu'on était dans des solutions de continuité qui, moi, me semblent effectivement intéressantes, qui renouvelaient les choses. Et puis, par ailleurs, un programme avec notamment des réflexions méthodologiques sur l'art, comment traiter l'art d'Afrique subsaharienne en histoire de l'art et pleinement en histoire de l'art, et une base de données sur les objets, sur les collections africaines et océaniennes en France. Donc, effectivement, ça n'est pas venu simplement de l'institution toute seule. La première chose, c'est qu'on peut se renouveler si on est attentif aux demandes qui émanent du terrain. Et pour moi, le terrain, il est large, c'est un terrain de spécialistes, et il doit avoir son autonomie. Et c'est extrêmement important de dire son importance aujourd'hui dans une société qui a tendance à penser que seul ce qui a un effet immédiat a de l'intérêt. L'autonomie de la recherche, dans le long terme, sur des objets qui sont des objets qui apparemment n'ont pas immédiatement d'attractivité, est essentielle. Elle doit être défendue, préservée à tout prix, elle doit être financée, et je me réjouis qu'en France, on ait un État qui continue à la financer. Après, on peut considérer qu'il y a d'autres problèmes, mais déjà, la base est là, et elle est là de façon extrêmement importante. Et pour ce qui concerne l'histoire de l'art, ça vaut à la fois pour les universités, et pour les musées, et pour les départements de conservation, je veux dire aussi dans les régions, dans les DRAC, etc., et sur l'ensemble des domaines, et c'est vraiment très important. Donc le renouvellement, il vient quand même de cela, et je pense que voilà, si on est attentif, on peut se renouveler. Je voulais rebondir sur ce que tu disais très justement, sur ce que l'on a devant les yeux finalement et que l'on ne considère pas. Et c'est toujours donc, la question de l'impermanence de nos regards sur une collection permanente, un petit peu. Et là, donc, je vois donc, dans cette salle Catherine Chevillot, Claire Barbillon, excusez-moi de vous... Et pourquoi? Parce que quand en fait j'ai commencé l'histoire de l'art, eh bien en fait moi j'ai visité une exposition qui s'appelait La sculpture au 19e siècle. J'étais donc à l'époque même pas encore étudiante, et j'ai découvert donc, ce domaine qui m'a vraiment enthousiasmée. Et c'était une époque où il y avait des articles qui disaient « alors la sculpture, on ne jette plus, etc. etc. » Et on parle de quoi? On parle de monuments, de sculptures, de statuomanies qui s'étaient partout dans nos villes et que nous ne regardions plus. Eh bien, c'est toute une génération, à l'époque c'était le musée d'Orsay, l'équipe autour de Anne Pinjot, Laure Desmargerets, etc., bref, qui ont vraiment fait cette histoire de l'art sur des objets que nous ne considérions plus, sur ces plâtres, etc. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc c'est ça que je trouve important, c'est de voir à quel point donc, cette histoire de l'art, elle change, elle évolue rapidement, et ça se fait de décennie en décennie, presque une matière, donc une spécialité n'a pas le temps encore de s'imposer qu'une autre, donc finalement la pousse, et ça a toujours été la même histoire. Celle-ci c'est la mienne, mais je suis sûre que chacun d'entre vous avait aussi vos histoires de l'art. Juste, donc, c'est intéressant et c'est un très très bon exemple, me semble-t-il, effectivement, du fait que l'autonomie de la recherche, à un moment, produit des fruits qui changent le regard et qui donc changent aussi la manière dont la société va définir des priorités. Ça m'importait de commencer par là, parce que c'est ce qui est le moins évident et ce qui doit être le plus défendu. C'est ce fait que ce sont d'abord les chercheuses et les chercheurs qui changent les conditions. Mais tu parlais, Olivier, de regard, etc. Je vais arriver à la question de la diffusion, d'une certaine manière. Mais la deuxième catégorie, je ne sais pas si c'est vraiment une catégorie, c'est la société dans son ensemble, qui pose un certain nombre de questions aux historiens et aux historiennes de l'art.
Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui écrivent sur le climat en histoire de l'art, mais ça n'est quand même que parce que nos sociétés se sont enfin rendues compte, et je ne veux pas faire de moralisme de ce point de vue-là, je suis pareil que tout le monde, même peut-être pire que beaucoup de gens sur ce sujet, que nos sociétés se sont rendues compte qu'il y avait une question climatique qui était une question essentielle, que cette question est devenue une question centrale en histoire de l'art, ou en tout cas une question particulièrement importante. Et le rôle des institutions de ce point de vue-là, enfin en tout cas d'une institution comme l'Institut national d'histoire de l'art, mais je pense en fait que c'est quand même à peu près le type de question que se posent aussi tous les directeurs de musées, ou les directrices de musées, tous les directeurs ou directrices de monuments historiques, tous les responsables de programmes de recherche ou d'enseignement qui ont un rapport avec l'histoire de l'art partout en France ou internationalement. C'est effectivement comment on organise cet aller-retour permanent, cette fécondation réciproque permanente des questions des spécialistes et des questions de la société. Et ce qu'on essaye de faire à l'INHA, et ce qu'on essaye de plus en plus de faire, c'est effectivement de faire en sorte que la recherche de pointe soit connectée à l'ensemble de la société, et l'invention même du festival il y a 12 ans, qui était bien avant que je ne prenne la direction de l'INHA, qui est une impulsion véritablement du ministère de la Culture, elle s'est faite sur cette idée de façon fondamentale, c'est qu'il y a besoin d'un événement qui permette, peut-être plus par son caractère festif, d'organiser cette circulation tout au long de l'année. Ça n'empêche pas, enfin à un moment particulier, ça n'empêche pas un travail tout au long de l'année, et je voudrais juste terminer cette réponse à une question sans boucler l'ensemble des questions qu'il y avait dans la question, en insistant sur le fait que le maillon, qui est un maillon essentiel, et qui pour l'instant est encore insuffisamment développé, c'est le maillon de l'histoire des arts à l'école, discipline obligatoire depuis 2008, et qui normalement devrait fonctionner sur un principe qui est un principe d'enseignement de contenu spécifique, d'accroissement des connaissances, d'éveil des intelligences et des regards pour ce qui concerne l'histoire des arts visuels et des autres sens à partir de l'enfance, et d'une formation qui va pouvoir continuer pendant l'ensemble du système scolaire et même au-delà. Et je pense qu'on s'est beaucoup battu, en l'occurrence avec Olivier Bonfait, il y a maintenant presque 20 ans, pour que cette discipline puisse exister, pour qu'une fois qu'elle a été annoncée par les politiques, elle puisse avoir un contenu plus ferme. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous essayons de le faire à l'INHA. Nous sortons là, à l'occasion du Festival de l'Histoire de l'Art à Vademecum, pour l'enseignement de l'histoire des arts au collège, pour les enseignants. Nous l'avons fait pour le primaire, nous le ferons, je l'espère, pour le lycée, parce que effectivement ces enseignements qui existent et qui sont obligatoires, ils sont très peu dotés d'outils pédagogiques, puisqu'on a fait le choix de ne pas avoir de corps d'enseignants dédiés, ce qui a l'avantage de la pluridisciplinarité, mais qui a quand même quelques petits inconvénients en termes de contenu de l'enseignement. Je ne connais pas d'autres disciplines où on pense qu'il est mieux de faire des enseignements par des gens qui n'en sont pas spécialistes. Je ne sais pas ce que donnerait l'enseignement des mathématiques si on décidait que tout le monde pouvait l'enseigner. Or, nous, comme historiens de l'art, nous savons qu'effectivement, il y a un savoir spécifique à acquérir avant de pouvoir le transmettre. Ce sur quoi nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, je dois dire qu'on est très écouté et très secondé, mais il y a un vrai... Enfin, j'aimerais que la société se rende compte, la société civile dans son ensemble se rende compte que c'est des vrais besoins, et que l'histoire de l'art, ça n'est pas juste une discipline du plaisir, comme j'entends assez souvent. Ça n'est pas simplement une discipline des privilégiés qui n'ont rien d'autre à faire ou qui ont suffisamment d'argent pour collectionner, etc. Tout ça est partie vraie, et les préjugés ont souvent des fondements réels, mais effectivement c'est une discipline qui est absolument nécessaire dans la vie de toute citoyenne et de tout citoyen du monde actuel, d'un monde dans lequel il y a des images de tous les côtés, et pour ce qui concerne la France,
de tous les citoyennes et les citoyens qui habitent un espace qui est rempli de patrimoine, et que cet espace est un espace mort, ça n'est qu'un fardeau si on n'a pas appris à le gérer, et on apprend à gérer correctement avec les spécialistes, pas contre eux, pas en les laissant de côté, etc. Et en fait, c'est très juste, on parlait, Roland Reich, dans un concert d'histoire de l'art, disait donc, que si le cerveau ne prend pas de contrôle donc, sur les images prennent le contrôle sur le cerveau. On parlait aussi d'illettrisme, donc tu l'avais mentionné dans une entrevue dans Le Monde, d'illettrisme du point de vue de la lecture donc, et de la compréhension de ces images qui sont extraordinairement présentes. Je veux dire, la puissance des images, leur présence, leur omniprésence est tout à fait exponentielle dans notre siècle et pour les jeunes générations et dans leur façon d'aborder le monde. Et pour ce qui était de l'histoire de l'art à l'école et de cette façon d'amener l'histoire de l'art à l'école, il y a deux projets qui concernent exactement des objets, des collections, et qui ont été portés donc, dans les écoles, avec les professeurs, par les professeurs, pour les professeurs. Et là, je mentionnerai deux projets donc, qui, si cela vous intéresse, donc, sont accessibles. Le premier est un projet qui s'appelle EducArt, c'est une plateforme, je suis extrêmement fière, ça c'est vraiment, qui a été faite avec le Musée des Beaux-Arts Montréal, par le Musée des Beaux-Arts Montréal, sur l'ensemble de la province du Québec. C'était un projet énorme, donc, qui a mobilisé donc, 1 millier d'acteurs, etc., et qui a été co-créé sur l'ensemble des régions du Québec, donc c'est vraiment 15 000 km, donc avec à chaque fois donc, une thématique qui a été choisie par des professeurs de différentes disciplines, mathématiques, philosophie, langue et art, donc, mais pas seulement, donc autour de l'écologie, le féminisme, les transactions, etc. Donc, ce sont des thèmes qui choisissaient, qui permettaient d'avoir une pertinence donc, dans le cadre de leur cursus scolaire et qui, chacun des thèmes, était alimenté par une sélection d'œuvres de la collection du Musée Beaux-Arts Montréal. Évidemment, on a toujours la volonté de faire la promotion donc, de nos œuvres et qu'elles soient présentes dans les cours d'école, dans les salles de classe. Et autour de chacun de ces thèmes, le corps, le territoire, l'identité, donc on pouvait aussi apprendre de l'histoire de l'art. Et il y avait, par exemple, sur une thématique comme l'écologie, vous pouvez avoir une approche d'histoire de l'art sur un paysage, mais en même temps une approche avec un spécialiste de l'environnement et un scientifique. Bref, c'est un projet extraordinaire, hein, qui a vraiment d'ailleurs été utilisé au moment de la pandémie par l'éducation du Québec pour pouvoir justement se substituer donc, à l'impossibilité d'être en présentiel et que je vous invite à voir. Le deuxième projet qui permet aussi de pouvoir raconter donc, une histoire de l'art, mais au travers de collections d'objets. Là, je présente une manette numérique qui a été faite pour les professeurs par l'Institut du monde arabe avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Évidemment, on parle de dialogue des religions, dialogue interconfessionnel, vivre ensemble. C'est ça, être dans la cité. C'est être dans les salles de classe, c'est être auprès des professeurs, c'est d'être auprès des élèves directement là où ils sont. Et avec donc, cette mallette pédagogique qui est aussi disponible sur demande, donc, en fait, donc, ce sont des correspondances qui existent entre les deux collections et du Musée d'art et d'histoire du judaïsme et de l'Institut du monde arabe et qui permettent d'aborder sous l'angle des arts ces questions qui sont parfois délicates, surtout pour des professeurs qui ne sont pas toujours très outillés. Et on voit comment les arts, l'histoire de l'art, donc aide aussi au-delà, parce que c'est une discipline tellement interdisciplinaire, si je puis dire, qui ouvre sur tellement de monde, qu'il y a des imaginaires si grands, qu'elle permet justement de pouvoir aider d'autres disciplines qui sont en difficulté sur le domaine du langage, sur le domaine donc, de l'expression ou de l'interprétation, de l'explication. L'art, pour cela, donc, a une force donc, qui permet de pouvoir aborder avec beaucoup plus de souplesse toutes ces zones, non pas de gris, mais toutes ces couleurs, donc, qui permettent de ne pas tomber dans des confrontations binaires entre le blanc et le noir. Pas tomber dans la confrontation binaire, en effet, c'est assez le point d'histoire d'art, qui est aussi à jouer tout de suite entre un problème de matière, d'objet, on va en reparler tout à l'heure, dans le Grand Prix d'histoire de l'art et la matière, dans des problèmes de discours,
et dans les problèmes aussi, comme vous l'avez tous les deux souligné, les problèmes de sensibilité. Et Eric soulignait justement cette absence d'enseignement. Je crois aussi le fait que finalement on ne soit pas enseigné permet peut-être à toutes les populations d'investir l'histoire de l'art. C'est pas lié finalement à quelque chose qui a été lié à l'école. Et ça donne pour l'instant, j'essaie de en tirer le fait qu'on ait fait l'enseignement, par cette idée qu'il y a une certaine liberté d'approche. Que n'importe qui peut rentrer. Il y a un enseignement d'histoire des arts à l'école, il est simplement fragmentaire, etc. Il n'est pas identifié dans l'enseignement d'histoire de l'art. Ce qui permet aussi, c'est aussi une notion très française, la différence peut-être de la notion italienne. La notion italienne, c'est en effet une culture qui est partagée, en quelque sorte. Il vient un peu d'en haut, comme sur le front, qui est partagée. Alors qu'en France, tout le monde peut parler de l'art, tout le monde investit en quelque sorte ce champ. Le temps passe, il y a beaucoup d'autres questions qu'on voulait traiter, ne serait-ce que le problème d'un discours qui était longtemps humaniste, mais qui a été longtemps aussi lié à un discours qui est quand même assez occidental. On a dit blanc et noir, c'était le blanc qui était en quelque sorte le privilégié, pendant très longtemps, l'esthétique de la blancheur, et maintenant on essaye de voir toute la variété de la couleur. Je voulais juste du coup profiter qu'on soit un peu nombreux pour savoir s'il y avait une ou deux questions dans la salle. Il nous reste à peu près 5 minutes, on ne va pas pouvoir prendre de retard, parce qu'après c'est le Grand Prix du festival, on ne peut pas faire de retard. Mais s'il y avait des questions dans la salle justement sur des problèmes, oui, je vois tout de suite. Vous pouvez parler fort. Oui, j'ai essayé, voilà. Cécile Massard, je suis artiste belge et je travaille sur des concepts de laboratoire pour travailler des modes de transmission de la mémoire des sites de déchets radioactifs dans le paysage. Alors, l'idée est que la structure industrielle d'un site de déchets hautement radioactif qui sera enfoui pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années dans le sol, qui sera invisible. En général, on l'appelle un sarcophage. Il y a des relais avec l'histoire de l'art. Et en fait, le site de déchets hautement radioactif, en fait, appartient à tout le monde. Évidemment, sa structure industrielle est étudiée. On le situe dans des archives, dans des grès, pour le protéger. Mais pour moi, c'est un monument. C'est le monument qui restera le plus longtemps d'une société, nucléarisée. Et je pense que souvent, il y a des relais avec l'histoire de l'art. Par exemple, on me dit, il faudrait marquer dans le paysage. Bref, la question est notamment est-ce qu'on peut imaginer que ces lieux, que ces structures industrielles, que je considère comme des monuments de cette société, soient reprises comme des sarcophages, comme elles fassent un lien avec l'histoire. L'histoire liée à l'art, parce que c'est l'humain. Oui, enfin, pour le dire, je pense que l'histoire de l'art peut être mobilisée pour traiter de sujets extrêmement divers. Donc celui-là, possiblement, de toute façon, vous avez dit vous-même que vous étiez artiste, donc vraisemblablement, un jour, un historien ou une historienne de l'art, si ça n'est pas déjà le cas, entrera en dialogue avec votre travail et en dira un certain nombre de choses. Ensuite, comment est-ce que tout ça peut être traité, je n'en sais rien du tout. Si c'est radioactif, c'est un peu compliqué d'en faire un site de visite pour les classes qui vont avoir des cours d'histoire des arts. Sauf si on veut aboutir à un résultat absolument catastrophique. Mais je ne pense pas que ce soit le but en général. Peut-être simplement, je rebondis sur votre question en disant qu'un des intérêts de l'absence de définition complète de l'histoire de l'art, l'histoire des arts c'est pareil d'ailleurs dans ce sens-là, le pluriel n'importe pas beaucoup, c'est que ces objets sont extrêmement changeants et qu'on peut aborder des objets qui, jusqu'à présent, je reprends très volontiers ce que disait Nathalie Montil, n'avaient pas retenu l'attention ou n'avaient pas été simplement visibles. Donc, traiter de ces objets-là et les situer dans une histoire longue. Par ailleurs, je pense que, et c'est pour revenir aussi à la question de l'usage citoyen de l'histoire de l'art, je me suis peut-être mal exprimé
Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose, le plaisir. Hein. Je voulais dire juste que ça n'est pas que le plaisir au sens où on l'entend en règle générale, comme une chose d'un seul instant fugace, et certainement pas, en tout cas, comme le divertissement. Pour prendre des vieilles catégories, mais auxquelles je suis quand même relativement attaché. Mais en revanche, que dans cette question citoyenne, on puisse se dire qu'on ne comprend bien les images et le patrimoine encore plus qu'on l'envisage d'un point de vue visuel ou d'un point de vue plus large. Je veux dire les bâtiments qui nous entourent, quel que soit leur âge, quelle que soit leur date de construction, que à partir du moment où on est capable de les restituer, même à minima, dans une histoire longue, on ne comprend pas les significations des images si on ne les replace pas également dans ces histoires longues. C'est vraiment un point très fondamental. Et le problème, c'est que comme nous avons tous des yeux, sauf ceux dont l'usage des yeux est rendu difficile par la maladie ou par des déficiences, nous avons tous l'impression qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à s'en servir. Et que, effectivement, ce que nous voyons, c'est immédiatement, c'est complètement immédiat. Or, c'est conditionné par toute une histoire, etc. Nathalie l'a vraiment dit. Et la discipline qui permet de sortir de ce conditionnement, d'être libre par rapport à ce conditionnement, c'est l'histoire de l'art. Je n'en vois pas d'autre, c'est-à-dire c'est comme ça. Et c'est vrai que si on pense au nombre d'élus locaux qui ont à prendre des décisions sur le fait de préserver un bâtiment ou au contraire de le détruire, de donner un permis de construire ou de ne pas le donner, et qui n'ont pas le moindre début de commencement d'idées, d'histoire de l'architecture, d'histoire de l'urbanisme, d'histoire des formes de façon générale, en fait c'est vertigineux, c'est-à-dire que soit ça marche parce qu'on n'est pas en démocratie, mais si on est en démocratie, alors il faut impérativement que l'ensemble, que chaque citoyenne et chaque citoyen, et encore plus ceux qui ont des responsabilités, et en démocratie c'est tout le monde, soit pourvu de ce bagage qui est fourni par l'histoire de l'art. Merci beaucoup. Bagage. Je crois que l'histoire de l'art apprend non seulement à voir, mais aussi apprend à développer sa sensibilité, quelque chose d'assez nouveau aussi dans l'enseignement, qui va se développer, et apprend aussi, je crois, et ça c'est important, à partager sa sensibilité. D'accord? Il y a des coups à faire, pas forcément rayonner, mais partager simplement des émotions, pourquoi pas, uniquement, ou aussi une critique du regard. Alors c'est un débat, vous voyez, très long, la question de la citoyenneté, la place de l'histoire de l'art dans l'espace citoyen, donc on prolongera l'an prochain au musée du Louvre avec un autre contexte que l'Institut du monde arabe, avec le musée du Louvre qui est assez colonial, presque royal. Et puis on a dit aussi que justement il fallait apprendre, développer des histoires de l'art, c'est ce qu'on va faire aux assises de l'histoire de l'art à Sceaux le 7 juillet. Et on a vu aussi qu'il y avait, vous avez montré comment l'histoire de l'art changeait. Il y a eu un iconic turn, puis il y a eu depuis 10 ans en quelque sorte un material turn, pour développer justement cette idée du faire, de la pratique, mais aussi l'artothérapie, quelque chose qui est aussi fondamentalement ancré dans nous pour la matière, la matérialité, comment on peut l'utiliser, la partager dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'on verra dans un grand congrès international organisé par le Comité international d'histoire de l'art. Le premier comité, je vous rappelle, c'est 1873, d'accord? C'est avant même que l'histoire de l'art soit sortie dans un collège, dans un lycée, à l'université, avant même la chaire de création de communisme. Donc c'est quelque chose qui est très ancien et qui a permis ces comités de créer la Société des Nations en 1918. C'est des premiers lieux qui ont permis d'essayer de faire jouer, coïncider les nations entre elles, d'essayer d'éviter des conflits, après de s'ouvrir un espace global. On l'a vu dans les années 1960. Donc il y aura un grand congrès sur matière et matérialité à Lyon en 2024, mais avant, on se sera retrouvé au Festival d'Histoire de l'Art en juin 2024 dans cette salle du collège. Un grand merci à toutes et à tous.